Bonjour et bienvenue dans le 1245 de BB24, les titres du journal. Elle est riche par sa faune et sa flore. La forêt classée de Kili, située dans la commune de Djougou, perd du terrain du fait de l'action de l'homme. Des mesures urgentes s'imposent pour préserver cet écosystème. La communauté internationale célèbre ce 23 août la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition, une occasion saisie par le projet interculturel La Route de l'Esclave pour réfléchir sur les causes historiques de cette tragédie. On les compte par milliers dans la ville de Cotonou. Leur rôle, veiller sur les motos des usagers moyennant quelques pièces. Le métier de garde-vélo nourrit-il son homme? La réponse dans ce journal. La forêt classée de Kili perd du terrain. Située dans la commune de Djougou, elle subit chaque jour la pression de l'homme. D'une superficie de plus de 100 hectares il y a quelques années, elle a perdu aujourd'hui 40% de sa surface. Gloria Oni et Françoise Insou nous amènent à la découverte de cette forêt. Au cœur de Djougou, une forêt classée, la forêt de Kilir. Malheureusement, celle-ci perd du terrain du fait de l'action destructrice de l'homme. L'effet conjugué des facteurs anthropiques lui a déjà coûté plus de 40 hectares. Face à cet état des lieux, des mesures sont prises en vue d'une meilleure gestion et de la préservation de cet écosystème riche aussi bien par sa faune que par sa flore. Des actions sont déployées pour le protéger de l'invasion des hommes. Le mur est là pour freiner ceux qui sont en train de construire et qui rentrent dans la forêt. Parce que la ville de Djougou même était entourée par un mur pour empêcher les envahisseurs. Mais maintenant, quand les gens ont commencé par rentrer par là, les gens ont vu que sans le mur, là, les gens vont construire et ils vont détruire le symbole de la ville de Djougou. La forêt classée de Kilir demeure néanmoins une végétation dont la beauté naturelle ne laisse pas indifférent. Son histoire non plus. Même dans le quartier ici, on dit Zougou-Kuna, ça veut dire ceux qui sont dans la forêt. Les premiers qui sont venus ici, que nous appelons les Djara, sont venus trouver que ici c'était la forêt. Vous savez qu'au temps reculé, il y avait des guerres et les gens menaçaient les prochains. Donc s'il y a la guerre, ils profitent en même temps pour rentrer dans la forêt, pour se protéger. Et la forêt là, il avait trop de choses. Voilà. Personne ne rentre pas avant. Mais comme la population est en train de grandir comme ça, là, donc, et ça est devenu comme ça, c'est que vous voyez maintenant là. Cette forêt servait par ailleurs de cadre pour certaines pratiques cultuelles et culturelles. Il y a un arbre qui était ici. Donc, si on va faire les cérémonies là, ce n'est pas le jour. C'est la nuit. Quand on introduit le nouveau roi, on vient à Bourgnino, vers le fétiche, et c'est là-bas qu'on fait la tradition pour le lavage, avant de la mener dans le palais. Et entre-temps, coutumement, quand un prince ou bien un notable meurt et que les veuves sont là, le jour où ils vont faire sortir les veuves, c'est ici qu'on les amène, on les lave, on les coiffe et ils portent le tissu noir avec les calebasses sur la tête, accompagné des flûtes et des chansons pour les amener à la maison. Diverses espèces animales, panthères, boas et autres vivaient dans la forêt de Kilir autrefois. Elle ne compte aujourd'hui plus que des singes comme espèces. Aujourd'hui, 23 août, marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition instituée par l'UNESCO en 1998. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Et conformément aux objectifs du projet interculturel La Route de l'Esclave, elle est l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie. Le président du comité de commémoration du 23 août nous explique le centre de cette célébration. Il est au micro de Ulvaïs Balogun. Le 23 août, c'est une journée qui a été instituée par l'UNESCO en 1998. Et c'est pour commémorer
c'est pour se souvenir et c'est pour honorer les déportés africains et d'autres aussi, pour qu'ensemble, qu'il y ait un jour où l'on pense à tous ces déportés africains. Il y en avait 12 millions pendant 4 siècles qui étaient partis de l'autre côté. Il fallait qu'un jour, on pense à eux. Pourquoi le 23 août ? C'est pour rendre hommage au premier soulèvement des esclaves qui a eu lieu à Saint-Domingue, actuel Haïti. C'était dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'il y a eu le plus grand soulèvement de l'histoire de l'esclavage qui a abouti à la création de la première république noire Haïti en 1804. Voilà, il était important de rendre hommage à ce soulèvement-là. Mais curieusement, les 12 millions de déportés africains étaient en train d'être oubliés tout simplement. Nous avions pensé pendant longtemps que, quand je dis nous avions oublié, nous Africains, mais le monde entier, qu'en faisant le silence sur cette tragédie, qu'on aurait tout oublié. Non, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, avec cette date, cette commémoration des 23 août, on met à l'honneur ces 12 millions de déportés. Voilà, il est nécessaire que ce mouvement s'amplifie, que ça ne soit pas seulement à Ouida, que ça soit dans toutes les villes du Bénin, que ça soit dans toutes les villes de l'Afrique, parce que c'est nous, Africains, qui devons honorer les nôtres. Ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et institutions à Cotonou. Il s'agit des postes de garde vélo. Les initiateurs assurent la sécurité des motos pour permettre aux propriétaires de ces engins à 2 roues de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Cette activité est en plein essor, semble nourrir son homme. Nelly Rouanou et Francis Faton sont allés à leur rencontre. Le reportage est présenté par Ulvaeus Balogun. Nous venons à 17h et à 20h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. C'est une bonne activité. Tu paies 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de nos familles. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs.
Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. Information du Bénin, le taux de chômage au Ghana est passé de 11,9% de 2015 à 7,1% en 2019, ce qui correspond à une réduction de 4,8 points en 4 ans. Selon les autorités ghanéennes, cette baisse du taux de chômage est le résultat de certaines actions prioritaires du gouvernement à travers notamment le programme intégré des politiques de développement économique et social et la politique nationale de développement à moyen terme. Toutefois, l'économie informelle continue de dominer le marché du travail au Ghana avec 85% des emplois contre 15% pour le secteur formel. Ainsi, le secteur public ne représente que 7% des emplois dans le pays, tandis que le secteur privé formel est à 8%. Au Sénégal, le gouvernement et Facebook sont en croisade contre le harcèlement en ligne. Ils vont ensemble définir un plan d'action pour garantir la sécurité des femmes et des enfants en ligne. Reportage Rugiatou Ba. La plupart des abus et harcèlements en ligne se produisent sur les réseaux sociaux. Les femmes et les enfants en sont les principales victimes. Les études ont montré que 53% des femmes utilisent Internet, utilisent Facebook, et 47% pour les hommes. Ceci démontre à souhait qu'il est capital de renforcer les capacités des femmes parce que ce sont les premières victimes de la pornographie, de toutes sortes d'infractions qui sont commises à travers Internet. Et donc c'est indispensable de renforcer la protection de ces femmes dans le cadre de l'utilisation d'Internet, mais également des enfants. Donc aujourd'hui, dans le cadre du programme Genre également, qui a été élaboré au Sénégal, nous avons des chiffres éloquents qui vise tout simplement à renforcer notre capacité de riposte en face de ces nouvelles infractions et de ces nouvelles menaces que constitue l'utilisation d'Internet. Si le Sénégal a mis en œuvre sa stratégie nationale de cybersécurité, Facebook a défini toute une politique de lutte contre le harcèlement en ligne. Au sein de Facebook, nous avons mis en place des politiques qui sont très solides par rapport à la sécurité en ligne, pour permettre aux femmes aujourd'hui d'avoir des moyens de signaler des contenus à Facebook, pour aussi permettre aussi aux femmes aujourd'hui d'avoir des moyens techniques et technologiques d'avoir accès à Facebook lorsqu'elles encourent des problèmes sécuritaires sur la plateforme. Et bien entendu, continuer le travail sur le terrain avec des partenaires comme le ministère, des partenaires comme les autres organisations de la société civile est un point primordial aussi par rapport à notre stratégie sur la sécurité. Les initiatives du gouvernement, des réseaux sociaux et de la société civile pour promouvoir la sécurité en ligne sont partagées et la sensibilisation renforcée. Et c'est dans le but de permettre aux femmes de naviguer sur Internet en toute sécurité. Ainsi se referme ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition du soir.